j'ai laissé aller le flot des émotions, et du coup, il y en avait un paquet, cumulé d'autres choses sûrement en plus. Et j'ai crié, et j'ai pleuré, et vraiment, dans un but de tout saturer à fond, jusqu'à me retrouver allongé par terre avec plus d'énergie. J'ai pris mon manteau, je me suis couvert et j'ai dormi. Et le lendemain, d'abord, j'ai pas compris. Mon intellect, il voulait pas comprendre par rapport à... C'était quoi la soirée d'hier? Mais c'était hardcore et glauque et lamentable. Dans quel état tu t'es mis? En fait, ça allait hyper bien. J'ai pris une douche, j'étais frais. J'avais toujours l'info de la déception et de l'échec et double échec, mais j'étais libéré de la part émotionnelle. Aujourd'hui, je suis avec monsieur Franck Obadia pour discuter de l'échec, de nos échecs, de ces chaos fertiles. Franck, tu es le co-créateur d'un jeu qui s'appelle Chaos Fertile. Tu es aussi coach, auteur, storyteller et surtout un ami avec qui je suis très heureux de passer du temps. Qu'est-ce que j'ai oublié? Déjà, merci de me recevoir ici, Mourad. C'est très cool. T'as rien oublié déjà. Merci pour cette présentation. Et ensuite, on va explorer ensemble plein de choses. Et pour me définir, je dirais que je suis un passionné d'histoire et que j'utilise des mots bizarres pour parler de ça. Je parle de la mathématique de la narration. Parce que pour moi, il y a vraiment... Il y a plein d'experts qui ont du fond à apporter. Mais la forme a énormément d'importance. Et je suis passionné des contes, des films, de comment on raconte un film, comment on se raconte, comment on raconte un sujet. Et c'est vraiment ce qui me drive, en fait. Est-ce que tu peux rapidement nous parler du projet Chaos Fertile? Ouais. C'est un outil qu'on a déguisé en jeu de société parce que ça vient pirater pas mal de choses, d'avoir l'approche du jeu pour plein de raisons. Je pense déjà qu'on apprend mieux en jouant, on vient de là. Les animaux apprennent mieux en jouant, on est des animaux quand on est enfant. Il y a plein de choses. Et parce que déjà ça me faisait marrer d'arriver avec un jeu de société en entreprise, parce que c'est inattendu, donc rien que d'apporter cette boîte vient pirater plein de choses en fait. Il y a des gens qui adorent les outils, qui ont peur des jeux, donc ils y vont avec une timidité. Et j'adore ça parce que ça vient les prendre de manière transversale. Ils s'y attendent pas, parce qu'il y a plein de choses qu'on a cachées dans cet outil. Et il y a toujours un petit truc, même pour les plus réticents, qui ouvre la boîte un peu, qui fait une petite fêlure dans la coquille, et là la vie peut apparaître, quoi. Parce que je pense que je suis très sensible aux masques qu'on peut poser en société ou en organisation dès qu'on est à plusieurs. Et quand on ne sait pas exactement à quelle sauce on va être mangé, il y a un moment donné où le jeu des masques il tombe. Et en jouant, c'est pas mal. Ça révèle beaucoup de choses. On a choisi de parler aujourd'hui des échecs. Des échecs comme rite initiatique, des échecs comme chaos fertile, sous-entendu quelque chose qui peut donner naissance à autre chose, quelque chose qui peut nous transformer. C'est un sujet que j'avais envie de traiter, c'est un sujet sur lequel j'avais envie de partager. Parce que mon expérience, c'est que une bonne partie de mon introspection a été provoquée par des moments douloureux. Et avec du recul, c'est aussi des moments qui, justement, ont été extrêmement fertiles. Et dans un contexte où je trouve que c'est très facile aujourd'hui sur les réseaux sociaux de se créer une image et d'inventer ou même de raconter nos réussites avec plus ou moins d'honnêteté. Je suis un expert en
marketing et en copywriting, donc je sais aussi ce qui peut se passer derrière les rideaux, et comment on peut créer du bullshit. Mais moi je trouvais aussi que je trouvais que ce serait intéressant justement d'aller dans un espace inverse, un espace introspectif. Pas pour se vanter des échecs, mais parce que je pense que parfois les cicatrices ont des histoires à raconter et des pépites à nous offrir. Ben ouais, je suis ravi qu'on aborde ça ensemble. En t'écoutant parler, il y a une info déjà, un petit souvenir qui me fait tilt, que j'ai pas repensé depuis hyper longtemps, qui peut raconter un peu un des angles. Je te partage. Je suis en colo. On est très proche en âge de nos moniteurs à ce moment-là. Je crois j'ai 16 ans, ma monitrice elle a 17 ans, donc c'est très proche, tout ça est très proche. On part pour une après-midi de rafting, tout se présente bien. Et une fois qu'on est à mi-parcours, il y a une petite pause. Et là, nuage noir, il commence à neiger, il commence à pleuvoir, à grêler. On a tout qui se passe en un quart d'heure, ça se transforme en cauchemar absolu. Sur le moment, tout le monde est terrorisé. On commence à avoir froid, on est en maillot de bain. Il y a un truc de panique à bord qu'on n'a jamais vécu. Et les moniteurs non plus, ils viennent à peine d'avoir leur diplôme, ils ont notre âge, il y a plus de... toutes les hiérarchies, tous les postes éclatent en fait. C'est au plus fort qui va protéger les autres et qu'est-ce qu'on fait? Et on suit des nouveaux leaderships en fait, parce qu'on ne sait pas quoi faire et eux non plus, tout le monde est perdu. Sur le moment, il y a des pensées qui après sont drôles en fait. Sur le moment, il y a un côté, on va mourir, c'est l'échec de l'après-midi, c'est la fin de la colo, il se passe plein de choses très vite. Mais c'est les meilleurs souvenirs du monde. Parce que quand on se sort de situations d'échec, là, fonctionnelles, de risque de la vie qui peut disparaître, ça devient les meilleurs souvenirs, ça devient les meilleurs endroits où on s'est dit « Ah, c'était génial quand t'as fait ça !» Et quand on a fait ça, cette phrase que t'as dit, ça m'a réchauffé. Quand t'as proposé qu'on se serre tous ensemble, même 5 minutes pour éviter d'avoir froid, ça nous a reboosté pour s'en sortir. Et on a repris le radeau, alors qu'il y avait toutes les conditions qui disaient « Ben, faites pas ça les enfants ». Donc je crois qu'il y a un truc de ça dans l'échec apparent quand on le vit, ça peut être terrible, mais il y a une seconde vitalité qui naît et ça devient les meilleures expériences de la vie. Parce que sans ça, on croit que tout est facile. En fait, il y a un truc de au suivant. Là, ça a marqué quelque chose et qui fait que je me rappelle là maintenant quand on parle de ça. Quelle partie t'as pu considérer comme un échec dans tout ce qui s'est passé? Et à qui est-ce qu'il était imputable ou imputé? Très dur. Est-ce que c'est le directeur de la colo qui a pas regardé la météo pour ça? Tu vois, est-ce que c'est le moniteur? Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas de réseau? Il y a tellement de séquences de... Mais ce qui était hyper kiffant, au-delà d'essayer de voir qui a créé un peu cet échec, c'était qui prend le lead pour transformer ça précisément en ce chaos absolu où ça déversait, l'eau a commencé à bouillir dans tous les sens, les grêlons qui commençaient à nous blesser. Qui prend le lead pour rendre ça fertile? Et ça, c'était une pure expérience humaine à 100% extraordinaire. Parce que, par exemple, quand on est revenu au camp le soir, bah en fait, toutes nos affaires étaient ruinées, il y avait de l'eau partout, le camping. Et en fait, pour les autres qui s'inquiétaient pour nous, c'était terrible parce qu'ils ont vécu le camping qui s'est transformé en piscine. Mais nous, on s'en foutait. On a vécu la guerre. Tu vois, il y a un truc comme ça. Et on a fini tous par dormir, tous ensemble, dans les douches, enchevêtrés. Et c'était un non-problème. Parce que à un moment donné, dans cette même journée, il y a eu une peur tellement élevée et on a trouvé des sortes de ressources qui fait que c'était OK. Donc le lead
pour sortir de cet échec qui a créé dans ce chaos une forme de sortie de secours, un peu de chaos qui s'est transformé en quelque chose de très fertile, a fait qu'on a été accueillis de ouf par les autres, qu'on s'est senti avoir pris, c'est comme dans un jeu vidéo, comme si d'un seul coup, bing bing bing, il y a 3 grades qui arrivent et t'as monté en XP de ouf, alors que les autres, pas forcément. Donc on a tous raconté l'histoire aussi, tous les autres qui écoutaient, ah ouais, truc de fou, ah ouais, vous avez évité le rocher, ah ouais. Donc la transformation par ce lead qu'on a tous qui peut émerger, je crois qu'il se passe là la transformation alchimique de Crash. Bienvenue en fait, parce que derrière il se passe un paquet de choses. Ça me fait penser à pas mal de choses. Effectivement, cet endroit où eh bien, t'es obligé d'être créatif quand il se passe quelque chose d'inattendu. Là, la créativité pour vous, c'est de vous adapter. Tu parlais aussi d'un leadership qui change dans cette personne-là qui se révèle et comment les gens agissent, comment j'agis, quelles sont mes réactions. Et derrière, le fait de dire on va pas pouvoir dormir à cet endroit-là, mais il y a une autre solution qui fera l'affaire pour ce soir. Et visiblement, t'en parles avec beaucoup d'émotions et c'est un bon souvenir en fait. Ouais, je trouve ça très cool. Moi, ça me fait penser à plusieurs choses. Ça me fait penser à un voyage que j'ai fait en Algérie avec mes parents. Le voyage Paris-Marseille en voiture, la voiture un peu penchée, pour la référence, ceux qui ont la référence. et sur la route, je crois que sur une aire d'autoroute, à un moment, mon père fait une marche arrière. Alors on était très jeunes, hein, je sais plus j'avais quel âge, peut-être que j'avais 10 ou 11 ans. Mon père fait une marche arrière et il cogne une sorte de... Tu sais, les petits... les bitoniaux, là, parfois que tu as à certains endroits que tu peux même ne pas voir dans ton rétro. Donc, il cogne un truc et le rétro... le pot d'échappement tombe. Il commence à rouler et là... merde, il y a un truc qui est tombé, on descend, pot d'échappement qui est tombé. C'est un peu la panique, tout ça... mes parents qui stressent, comment on va s'en sortir, il y a le bateau qui nous attend, et moment de stress intense. On retourne à la station et on trouve quelqu'un qui vient nous aider. Quelqu'un qui a du fil de fer, une pince, et on rafistole le truc, on le serre comme il faut, et on est reparti à l'aventure. Et ça s'est bien passé. On arrive dans notre bateau, on prend le bateau, on arrive à Alger, on va voir un garagiste, et c'est réglé. Il y a eu plein d'aventures comme ça dans ce voyage. Il y a eu des moments où il y a eu des grosses frayeurs, il y a eu peut-être à certains moments même des craintes d'accidents. On n'est pas passé loin de faire un accident, c'est ça que je veux dire, si je suis beaucoup plus clair. Mais en fait, le fait à chaque fois de passer si proche de l'accident ou d'arriver dans un endroit où ça paraît très difficile, où il n'y a pas de solution apparente tout de suite, mais de trouver une solution à chaque fois, eh bien, ça me fait vraiment penser à ce que tu dis et me connecter à cette expérience de ok, il y a de l'adversité, mais il y a aussi des ressources. Et tu découvres des ressources à l'intérieur de toi, et tu découvres aussi les ressources du monde, parce que c'est aussi ça, la personne qui passe, qui te donne un coup de main, quelqu'un qui a une idée. Tout ça, pour moi, c'est déjà quelque chose d'extrêmement fertile. Et derrière, je repense aujourd'hui, pareil, avec beaucoup d'affection à tous ces épisodes, et on en parle de temps en temps en famille, tu vois, de dire, mais tu te souviens de ça ? Ouais, on s'en est sorti. Ah ouais, c'est extraordinaire, merci pour ce partage. Le mot qui me revenait, même par rapport à mon souvenir, mais là aussi, et en fait, pour plein de choses, c'est une galère. Qu'est-ce qu'on fait à partir d'une galère qui deviennent quasiment systématiquement les meilleurs souvenirs du monde ? Parce que comme dans un jeu vidéo, tu peux traverser la pampa à cheval, il se passe rien, il se passe rien. Mais dès que t'as un pont qui crache, la tempête, un monstre qui vient, galère. Mais tu sais que tu vas en ressortir avec de l'XP. Tu sais que si tu rates, tu vas recommencer. Sinon, tu vas le contourner, tu sors des outils, il se passe des choses. Et ça nous permet, je crois, il y a un petit truc comme ça en tout cas. Tu vois, pour switcher de l'univers des jeux vidéo à l'univers logiciel, il y a un endroit où devant cette adversité, on ressent, en tout cas j'ai l'impression de ressentir qu'on va passer d'une V.1 à V.2. C'est ça qui va te permettre une upgrade. C'est cette arrivée
de l'inconnu, de l'adversité, de « on c'était pas prévu » et j'ai pas du tout envie que ça arrive, mais on va s'en sortir. Et je crois qu'il y a la clé des clés, une des clés merveilleuses en plus derrière, dont la créativité est un ingrédient majeur, c'est l'optimisme. Il y a vraiment un truc, je crois, des gens pessimistes, j'en connais, et devant une galère qui arrive, qui n'est même pas encore vraiment arrivée, en plus, elle peut se pointer le bout de son nez, ah là là là, encore. Et il y a un truc où tu te détruis la créativité, genre je vais pas m'en sortir, même avant que ce soit là. Et c'est terrible, notre faculté de projection, des fois, nous emmène, alors que l'optimisme, il va vraiment donner une colorimétrie à cette aventure, fait allez, quoi qu'il se passe, let's go. Et ça rend un peu plus fluide la galère dure. Je pense que tu soulèves quelque chose de très intéressant, de fâcheux même. C'est le moment où l'adversité va activer un récit. Parce que pour moi, c'est un récit. Donc par exemple, le récit de toute façon, je savais que j'étais pas à la hauteur. De toute façon, c'est toujours comme ça que ça se passe pour moi. De toute façon, j'ai pas de chance, ou on n'a pas de chance. Ces petites voix, ces spectres qui sont prêts à se manifester, ces ombres, quand ça ne va pas et quand c'est difficile. Ça, c'est très intéressant, ce que tu soulèves. Ouais, c'est des petits génies du bien ou du mal qui viennent nous donner des ressources, en vrai. Mais qui est-ce qu'on écoute ? Tout se joue là. Et je crois justement que, bizarrement, la créativité, elle peut venir des deux côtés. Parce que le petit génie malin qui va nous dire tu vas pas réussir, ça va être une galère, ta voiture elle va se casser en deux, tu vas avoir un accident. En fait, ça va activer ça et tu vas être attentif à ça. Et du coup, tu vas, sans faire exprès, moi j'appelle ça nourrir le monstre. Parce que tu vas, même sans faire exprès, même si c'est pas le but, plus te mettre en danger. N'être attentif qu'à ça et mettre des conditions pour que si ça arrive, il y a un endroit en nous qui dit « J'avais prévu ça, je l'avais dit ». Alors que le génie, donc c'est une forme de créativité, mais dans comment ça pourrait être encore pire. Même si en coaching ça peut être un outil, dans la vraie vie, il faut y faire gaffe. Alors qu'avec juste la couleur de l'optimisme, ça ouvre une créativité vraiment disruptive. Parce que c'est comme si, je sais pas, comme si nos instincts, ils s'alignaient avec notre intelligence, avec notre intuition, avec l'espace créatif, avec... je me rappelle un épisode de MacGyver quand j'avais 13 ans, et tu vas faire une combinaison improbable de choses qui ressemblent à rien, c'est un Frankenstein un peu bordélique, chaotique, mais qui va te donner des vraies pistes, comme attacher un peu d'échappement avec un fil de fer. En fait, on l'a vu plein de fois, des gens te font « Mais comment elle a encore en vie ta voiture ? Qu'est-ce qu'il y a du scotch partout ?» Bah, j'ai eu des galères. Et pour te dire, en arrivant en Algérie, on s'est rendu compte que on n'était pas les pires. Voilà. Parce qu'on a vu des gens rouler à 3 roues, histoire vraie, des gens rouler avec un pneu qui manquait, et donc les étincelles sur le goudron, on a vu des trucs de ouf. Et tous les gens qui viennent de pays en voie de développement comme ça savent de quoi je parle. Donc ouais, beaucoup de... Non, c'est intéressant, cet endroit de la ressource, en fait, de ce qui se passe. Et ça me parle beaucoup, parce que moi, ça m'amène à des endroits d'échecs qui ont été plus douloureux, où parfois l'échec peut nous plomber, justement, en parlant de ces fameux génies, ce que j'appelais aussi des spectres, en tout cas ces discours intérieurs, ou ces remises en question profondes. Il y a des moments de ma vie où il y a eu des déceptions qui ont réveillé chez moi des grosses remises en question. Je pense qu'on va aller dans la gradation du niveau de douleur. Pour l'instant, on est encore dans des trucs... Ouais, je sens que ça vient. Il y a des exemples qui arrivent en mode... Oh. Ça monte. Et des étoiles qui s'allument. Des ampoules qui s'allument, pardon. Alors moi, un autre moment auquel je pensais, c'était... Et ce n'est pas réellement un échec qui a été douloureux, mais c'est un échec qui est intéressant, que j'ai envie de raconter.
j'ai fait du droit. J'ai fait du droit pendant quelques années après le bac. Et j'avais participé en première année à un concours de plaidoirie. Et j'avais perdu en demi-finale contre un de mes meilleurs amis, quelqu'un d'extraordinaire qui méritait amplement de gagner. Et je crois qu'il était même allé en finale. Je sais plus s'il avait gagné ou pas, mais quelqu'un de vraiment génial. Mais c'était la manière dont j'avais perdu qui m'avait dérangé. C'est qu'en fait, j'avais perdu dans l'exercice de plaidoirie, j'avais raison sur le fond juridique. Mais j'avais perdu à l'exercice de la plaidoirie. C'est-à-dire que c'était au niveau de mon éloquence qu'ils avaient jugé, et ils avaient raison, que j'étais arrivé au bout de ce que je pouvais proposer. En gros, le jury me l'a expliqué comme ça. Et c'est ça qui a été douloureux pour moi. C'est de me dire, t'as atteint ta limite, mec. Donc on va pas te prendre. Et ça, c'était costaud. C'est un truc qui m'a marqué. Encore une fois, le discours intérieur, c'est, bon, bah, peut-être que ma limite, c'est ça. Alors, peut-être que... Et là, je peux aussi faire référence à tous ces professeurs, tous ces maîtres et maîtresses, donc je parle de l'école, ou toutes ces personnes qui ont mis des jugements assez durs sur nous, avec une étiquette comme ça, une phrase lapidaire qui est restée collée sur nous, comme une étiquette de malheur, tu vois, qui est là pour nous limiter. Et peut-être que ça donne naissance derrière à ce génie ou à ce spectre. Donc ça m'amène aussi à tout ça. Et là, tout de suite, j'ai encore un autre truc qui me vient, et c'est juste une phrase. J'ai fait du taekwondo pendant plusieurs années. À un moment, je fais un stage. Un prof que j'apprécie en plus. Je vais faire un séjour de taekwondo, mais c'est un peu une colo, tu vois. Cool. Et au cours du séjour... les profs donnent des surnoms aux enfants et ados qui participent, tu vois, mais c'est des surnoms très affectueux et plutôt valorisants. Et arrivé à moi, le prof dit, bah, pas de surnom pour Mourad, parce qu'il fait jamais rien. Donc j'ai pas eu de surnom, parce que je faisais jamais rien. Enfant très timide, très discret, toujours. Mais cette phrase, elle est restée avec moi jusqu'aujourd'hui, ouais. C'est pas des échecs à proprement parler, mais c'est des choses qui ont piqué. Et effectivement, qui peuvent alimenter des histoires qu'on se raconte derrière, qui soit ont le potentiel de nous limiter, voire de faire émerger des trucs qui sont un peu moins cool. Ouais, waouh. Bah ouais, le pouvoir des mots, ils se rendent pas compte parce que pas de surnom pour Mourad, c'est un surnom. Et ça se tatoue en fait. Merci pour le partage, ça me fait penser à plusieurs choses. La première chose, c'est quelque chose que j'ai cité dans mon livre sur la psychosouplesse. C'est une expérience que j'adore voir, revoir, parler, décortiquer parce qu'elle est extraordinaire. C'est une expérience qui arrive aux États-Unis, qui s'appelle Pygmalion in the Classroom. Et en fait, où des psychologues, sociologues, je sais plus très bien, prennent une classe en début d'année et décident de la diviser de manière arbitraire, sans aucun background, profil sur les élèves. Vraiment, ils divisent en deux. Et ils briefent les profs. Ils vont avoir les mêmes profs, c'est deux groupes d'élèves. Et d'un côté, pour le groupe A, ils leur disent on a sélectionné la crème de la crème, c'est les meilleurs. Ils sont extrêmement intelligents, vous allez peut-être pas comprendre leur intelligence tellement ils sont forts. Donc, soyez attentifs et vous avez l'élite en fait de cette école. Et de l'autre côté, pour le groupe B, ils leur disent bah ça c'est le contraire de l'élite, on fait ce qu'on peut avec eux, c'est dur à les motiver, ils sont laborieux, ils comprennent pas tout, faut les accompagner, vous en tirez pas grand chose, mais bonne chance. Et en fait, de poser ça en début d'année a fait que très rapidement, alors que c'est une classe avec de tout, ça fait une disparité hors norme des notations. Parce qu'ils avaient il y avait un enjeu qui n'avait absolument rien à voir. Et d'un côté, quand ils comprenaient pas, ils étaient en mode oh, t'es tellement intelligent que tu comprends pas. Je comprends, je vais utiliser d'autres mots. Ils étaient hyper pédagogues pour stimuler. Et du coup,
ça monte en flèche. Et de l'autre côté, ils étaient plutôt à dire « Ah, tu comprends pas, bah je suis désolé, je vais te mettre un exercice de la classe d'avant, tu vas le maîtriser, c'est pas grave, tu auras des petites notes, mais sois déjà content. » À quel point ça conditionne, en fait, d'avoir ce type d'infos, alors que c'était profondément arbitraire. Donc je suis très sensible à ça. Et donc il y a l'effet Pygmalion qui va être d'encenser un peu le travail théoriquement du coach ou de l'accompagnant de pouvoir pusher. Et l'effet de l'autre côté s'appelle l'effet Golem. Golem, c'est dans l'Ancien Testament, c'est les premières constructions de l'homme sans âme. Et donc faites de pierre. Et ils obéissent. C'est un peu les robots d'aujourd'hui avec ce qu'on nomme intelligence artificielle, qui n'est pas tout à fait une intelligence. Et ça m'a fait repenser, alors je vais essayer de reconnecter, ça m'a fait repenser à autre chose. Ouais, ok. Quand tu parlais du concours, compétition. Donc j'ai partagé une expérience qui était dure pour moi, échec. Et même, tu vois, double échec. Et un outil que j'ai expérimenté à ce moment-là, que j'ai partagé à plein de gens, que j'ai pratiqué plein de fois, qui est un peu métaphorique, mais dès qu'on le saisit, c'est redoutable. Donc à ce moment-là, j'écrivais beaucoup. J'ai écrit plusieurs scénarios. Et je trouve une asso qui fait la promotion qui fait vraiment des résidences d'écriture cinématographique. Je fit parfaitement dans leur ligne éditoriale. Et j'étais porteur d'un scénario. Et il me reste 3 mois et demi avant l'échéance. Donc je me dis, et j'avais une autre idée de scénario en plus. Donc j'avais le choix humble, et qui aurait été raisonnable, mais je suis rarement raisonnable, de peaufiner ce que j'avais déjà pour en tirer le max et tenter. Et je me suis dit, non, j'y vais comme un fou, je vais en écrire 2, je vais en écrire un autre très très vite, efficace, et je vais en poser 2. J'aime pas trop la compète pour plein de petites raisons, donc j'ai fait rarement des concours. Et là, je me suis dit, je vais en envoyer 2. Mais ça a eu un effet très particulier sur moi, c'est que d'habitude, quand je fais un concours ou des choses comme ça, je me prépare à 100% au oui et au non, et donc du coup, ça me déstabilise pas, quelle que soit la réponse. Quand on envoie 2 choses dans un truc, j'ai pas eu l'espace de me préparer au non. J'étais en mode, ou il y en a un qui est validé et c'est trop cool, ou alors j'ai un bon problème. Il y en a 2 qui vont être validés. Et là, welcome to orgueil, ok, enchanté, entré dans la pièce. Donc l'ego, il prenait de la place, et je l'avais même pas dans le spectre. J'étais juste très fier déjà d'avoir pondu un 2e, ça c'est cool. Mais je n'ai pas observé ni un non, ni 2 non. Et je rencontre la présidente de l'asso le matin où elle donnait les résultats. Et elle me dit, alors dans la confidence, j'annonce ce soir, mais je voulais te prévenir quand même. Je suis trop bien, je suis en petit pan en mode, bon, ce sera que 1 ou peut-être les 2. Parce qu'elle est très neutre en sa manière et j'aime bien. Et elle me dit, superbe histoire, mais cette année, la compète était très élevée. C'est pas le cas de tous les ans. Et je pense que tu aurais été sélectionné les 2 années précédentes, mais cette année, il y avait vraiment du high level et on prend que 10 projets et t'étais le 14e. Et ensuite elle me dit, et sur les 2 en fait, t'es pas appris. Donc intellectuellement, je prends l'info. Et je fais, petite respiration, ok. Et puis je pense que c'est ok, vraiment. Mais ma tête, elle me dit, ok, t'es capable, check, check, check. Mais, une déception sur laquelle on met beaucoup d'enjeux, donc une forme d'échec sur en tout cas nos espoirs, ce qu'on a mis comme énergie, temps, espoir. Au bout de 30 minutes, mon corps, il allait pas bien. Et il commençait à s'exprimer, et je commençais à avoir des sueurs froides, je commençais à me sentir mal, à me sentir malade, et à plus pouvoir être en société avec des gens, en fait. On était dans un restaurant, et je dois partir, en fait. Mon corps va pas bien. Et peu à peu, quand je rentre chez moi, je me rends compte que c'est cette nouvelle, en fait, qui... Pour mon intellect, c'était ok, mais le reste, il avait besoin d'accuser le coup.
n'accepte pas comme ça, en fait. Et donc, j'expérimente quelque chose. C'est là où il y a un outil qui est né, que j'utilise énormément. Je me sens pas bien. Je sens que ça sert à rien d'appeler des gens. Je sens que c'est un échec personnel. En plus, il n'y a pas plus d'enjeu que j'ai une histoire à raconter et j'adorerais être reconnu pour être encouragé. Et là, c'est non, parce que la compète, cette année, des gens meilleurs. J'imagine que tu as mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans la réalisation de ces 2 films. Exactement. Énergie, espoir, je l'ai fait lire à plein de gens, j'ai mis des gens à contribution, j'ai relu plein de thèses, j'étais très fier, ça reste la vraie part positive, j'ai pondu 2 scénarios de long métrage, ça reste un truc de fou, et ça m'a stimulé à ça. Mais c'est terrible de ne pas être reconnu et sélectionné, parce qu'il y avait une forme de reconnaissance. Ça aurait été l'année d'avant, tu venais, pas cette année-là. Et donc je me suis mis à faire un truc très très bizarre. À ce moment-là, j'avais développé un studio multimédia insonorisé. Et je me suis dit, en fait, là, je sais pas quoi faire. Je vais couper mon ordi, le téléphone. Je vais en profiter, je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait. Je vais être en explosion, en fait, émotionnelle. Il y a un trop-plein que je sais pas gérer, je sais pas quoi faire. Je sais même pas qui appeler, quoi faire. Et je me suis rendu compte que tout au long de la vie, ou des petites déceptions, tu veux quelque chose, tu l'as pas, etc. C'est finalement des tout petits échecs et que c'est gérable. Tu vois, faut imaginer, je suis très graphique et moi j'imagine toujours comme une bulle autour de moi que j'appellerais ma vulnérabilité. Et tout au long de la vie, elle peut se prendre des petits astéroïdes, c'est pas grave. Ça raye, ça va, check, ça rebondit, ça abîme, mais on s'en sort, ça cicatrise. Mais là, c'était plutôt une comète de déception. Donc un truc qui fait que si ça tombe sur ça casse en fait trop. Ce serait plutôt l'inverse du coup. La comète, les petites comètes et le gros astéroïde. Oui, alors c'est le gros, exactement, pardon. Et du coup, ce gros astéroïde, je me suis dit, il faut absolument que je fasse quelque chose de contraire aux lois de la physique, contraire au paradoxal. À la bienséance. Ouais, qu'on ne fait pas d'habitude, qu'il ne faut pas faire ça. Ouais. Je me suis dit, je vais ouvrir ma vulnérabilité et je vais me laisser traverser de toutes parts. Il faut que j'en sorte transformé parce que je me connais et que si jamais je fais pas ça, ça va me durer 6 mois, 2 ans, 3 ans plus. Donc j'ai ouvert, j'ai laissé aller le flot des émotions et du coup il y en avait un paquet cumulé d'autres choses sûrement en plus. Et j'ai crié et j'ai pleuré et vraiment dans un but de tout saturer à fond jusqu'à me retrouver allongé par terre avec plus d'énergie. J'ai pris mon manteau, je me suis couvert et j'ai dormi. Et le lendemain, d'abord j'ai pas compris. Mon intellect il voulait pas comprendre par rapport à... C'était quoi la soirée d'hier? Mais c'était hardcore et glauque et lamentable. Dans quel état tu t'es mis? En fait ça allait hyper bien. J'ai pris une douche, j'étais frais. J'avais toujours l'info de la déception et de l'échec et double échec, mais j'étais libéré de la part émotionnelle. Et du coup, ça a changé absolument tout, parce que comme je l'ai poussé à fond, même en allant dans... Je suis pas aussi triste que ça, en vrai. Bah si, allons-y. Je poussais même en s'amusant à aller encore plus loin, et pleurer, et crier. Le lendemain, j'étais ouvert de ça et nettoyé de ça. Et je l'ai reproduit plein de fois, du coup, cette expérience. Et c'est assez redoutable. Et du coup, ça me permet de savoir, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux supporter comme petit impact. À quel moment il faut que j'ouvre, il faut que je passe en saturation. Et c'est aussi pareil, derrière, cette idée de qu'est-ce qu'on fait d'un échec et comment le transformer. Et maintenant, je suis vraiment partisan dans comment le transformer au plus vite et au plus fort. Et ensuite, je mettrai le temps que je mettrai à intégrer, mais qui n'est pas un truc qui reste dans le temps et qui nous empêche en fait d'y croire ou d'être optimiste. C'est presque un deuil que tu t'es autorisé à avoir en exprimant tes émotions, rage, colère, tristesse, tout ce qui était à l'intérieur de toi à ce moment-là, et
Et à juste titre, tu dis que peut-être que si tu ne t'étais pas autorisé à exprimer ça, moi le truc qui me vient, c'est même le rendre à la terre. Que si tu ne l'avais pas fait, ça serait resté avec toi pendant longtemps. Dans le bagage et en poids. Exactement. Et comment tu dirais avec le temps que cet échec a été fertile? Par rapport au profil dans mes versions d'avant, de moi-même, plein de fois je me suis rendu compte à quel point je pouvais porter ma souffrance longtemps et parfois la souffrance des autres. Et il y avait une sorte de est-ce que je peux être sauveur? Est-ce que je peux être martyr? Est-ce que je peux prendre plus? Et à me dire, je suis fort, je suis fort. Ce jour-là, je crois que j'ai, même si je l'avais un peu dans la tête, là je l'ai vu, je l'ai senti de toutes mes molécules, à la différence entre faible et vulnérable. Et on peut être fort et vulnérable, et c'est extraordinaire. Parce que ça m'a renforcé. Et aujourd'hui, je sais jouer, je crois savoir, jouer avec ma vulnérabilité, avec les tensions que ça apporte, avec m'y confronter, toujours oser être vulnérable, oser ouvrir son cœur, oser pour qu'il y ait cette danse entre l'optimisme et la créativité, justement, qui puisse avoir quelque chose d'illimité derrière. Magnifique. Merci pour ce partage. En parlant de somatisation, moi j'en ai une qui est pas mal. En 2021, j'ai investi dans les cryptos. Quelques dizaines de milliers d'euros. Et j'ai investi au moment où tout monte, c'est la bulle, c'est l'euphorie, tout ça. Et je me retrouve avec un portefeuille, un moment qui gonfle jusqu'à un peu plus de 100 000 balles. Un peu plus de 100 000 euros. Et j'ai tout perdu en 48 heures. Parce que crash du marché, parce que j'étais positionné sur la mauvaise crypto au mauvais moment, et parce que je pouvais rien faire à ce moment-là, c'était pas possible de vendre, c'était complètement bloqué. Et donc je me réveille un matin, et je constate que j'ai perdu ce que j'avais investi, et en plus de ça, le potentiel, la somme que j'avais vue affichée là, sur mon téléphone. Là, le ballon qui était gonflé là, bah, c'est une illusion. Et donc, je me réveille et je me sens anormalement calme. Je me dis, Mourad, tu le prends bien quand même. Je me souviens que je sors, j'habitais dans le 11e à ce moment-là, donc je descends rue Oberkampf, je vais à la boulangerie, je me prends une part de flan, je remonte, café, flan. Et je me dis, Mourad, t'es quand même anormalement calme. Tu le prends bien. Pour un mec qui vient de perdre toutes ses économies, ça va. 2 heures plus tard, je commence à avoir mal à la dent. Ok. Le soir, c'est insupportable. Et ça a vraiment gonflé. Le lendemain, dentiste, tout ça, ouais, bah en fait, votre dent de sagesse est infectée, on va prendre des antibiotiques et on va vous l'enlever. Ouais. Et ça, cette expérience, donc bien sûr là c'est somatisation, c'est aussi un des risques quand on a du mal à exprimer ses émotions, ou quand on ne sait pas comment le faire, sous quel format. Parce que toi, tu as eu l'intuition, dans l'expérience que tu racontais, de faire quelque chose qui te paraissait naturel et qui t'a fait du bien en fait. J'ai pas eu cette ressource à ce moment-là, et je pense que mon corps m'a envoyé un message, du coup, ça va se passer comme ça. Voilà comment on va digérer l'émotion, donc j'ai dû me faire enlever les 2 dents de sagesse. Et c'est le début pour moi d'une période très difficile de ma vie, parce que ça coïncide avec le moment où je dois fermer le business que j'avais commencé sur Amazon. Donc là on est en 2021-2022. J'ai un business qui avait cartonné pendant quelques années avant, et là c'est en train de péricliter. Et donc d'un côté je perds mes économies, et de l'autre côté je dois fermer ce business, et je me retrouve avec quasiment 100 000 euros de dette à rembourser. 96 000 pour être exact. Amis, famille, prêts divers que j'avais fait. Et pour moi, c'était OK, parce que mon business allait se développer et que j'avais de l'argent investi. Mais là, quasiment du jour au lendemain, je me retrouve avec rien. Donc ça, c'est 2022.
Et de là commence une période extrêmement douloureuse pour moi, qui a duré, je pense, 2 bonnes années, mais qui a aussi été extrêmement, extrêmement transformatrice. J'ai l'impression que c'est le point de départ d'une véritable éclosion. Parce que pour ceux qui suivent ce podcast, vous savez que c'est à ce moment-là qu'il a commencé. Notamment. Profonde remise en question. Ce que je croyais être mon avenir s'est évaporé. J'ai des responsabilités, en tout cas j'ai des choses à réparer, parce que pour moi ce n'est pas envisageable de ne pas rembourser les personnes à qui je dois de l'argent en temps et en heure. Ce n'est pas envisageable. Et donc à n'importe quel prix je vais le faire. Et je l'ai fait. Mais ça a été une période de remise en question extrêmement, extrêmement intense, parce que je me suis dit, mec, à 30 balais, ça commence pas terrible, quoi. Donc à quel point est-ce que j'ai pu autant foirer? Donc là, c'est aussi, et c'est quelque chose que j'ai réalisé avec le temps, le chemin, ça a été aussi de me pardonner. Me dire, c'est ok. Sur certains trucs, j'aurais peut-être pu faire mieux, et sur d'autres, je pouvais pas tout maîtriser non plus. Mais certaines personnes parlent de la nuit noire de l'âme. Moi, je pense que... en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est lights out. La lumière s'éteint. Bon. Mourad avec Mourad. À poil. Qui es-tu? Et cette question, qui es-tu? Et donc, c'est le moment où j'échange dans les podcasts. T'as fait partie des premières personnes avec qui j'ai fait un podcast. Dans les 3 premiers épisodes. Je crois qu'on a fait le 2e épisode ensemble avec Pierre, et un autre épisode qui ne sera jamais publié, puisqu'on a eu un problème de son. C'était les débuts. Mais c'est aussi à ce moment-là que je commence à écrire. Pas pour partager, pas dans l'objectif de publier, mais pour moi. Donc, un chaos fertile. Un chaos qui bourgeonne. Bah, merci du partage, c'est puissant. Au moment, tu vois, encore pareil, ça semble être bien, on est sur la route, tout va bien, la galère arrive, et elle est violente de ouf, et elle est presque inarrêtable, parce que dans tes 2 exemples, tu vas sur environ 100 000 € en plus, ben ça a beau mettre énormément de temps à monter, ça peut disparaître. Ouais, ça me fait penser à un mini truc. C'est une blague et pas une blague à la fois. Quelquefois dans ma vie, j'ai eu des billets de 500. Et ce qui est génial, c'est que ça raconte la vitesse de l'argent. Si t'as des 500 pièces de 1 euro, tu vas les avoir hyper longtemps dans ton sac pour ta vie de tous les jours, un café. Mais un billet de 500, si tu veux t'acheter un chewing-gum, tu l'as plus. Ça va plus c'est gros, plus ça disparaît très très vite. Bien sûr, tu vas avoir toute la monnaie, mais t'as plus ce petit trésor. Tout ça, je crois, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait d'une galère. Le pessimiste, il va créer des galères, il va trouver des solutions aux problèmes qu'il n'y a pas encore. Tu vois, il y a toujours ça, il va inventer plein de problèmes, parce qu'il a trop peur de ce qui va venir et qu'il ne contrôle pas. Mais la galère, mélanger un peu d'optimisme et mélanger un peu de créativité, c'est vraiment là où se passe le chaos fertile. C'est vraiment là où il y a transformation alchimique, littéralement du plomb en or. J'ai fait des projets immobiliers. Quand j'ai eu 18 ans, en fait, j'ai eu l'héritage de mon père. J'ai tout de suite investi, sécurisé dans un appart. 10 ans plus tard, cet appart vaut le double. Hasard du bon endroit, bon moment. Je suis très content d'avoir reçu un héritage, de l'avoir doublé, très fier. Et je me dis, j'ai pas le droit de le dépenser à n'importe quoi. Et j'ai commencé à, même s'il était plus là, mon père, à me dire, faut que ce soit du business, faut que je sois un entrepreneur comme lui, à vraiment à partir dans un endroit
c'est sérieux, c'est sérieux, c'est sérieux. Et à moins vivre, à mettre beaucoup d'enjeux en fait. Donc j'ai eu des expériences immobilières, j'ai monté un studio, j'avais 2 espaces dans Paris à un certain moment, et je croyais vraiment que ça pouvait marcher. J'ai pas pensé à tous les paramètres évidemment, et la difficulté des copros parisiennes. Et en moins de 10 ans, même si ça a duré 10 ans, qui était extraordinaire, j'ai tout perdu. J'ai pris beaucoup de dettes, j'ai pris crédit sur crédit, j'avais une agence avec qui je travaillais qui m'amenait beaucoup d'argent pour les payer, pour payer mes mensualités, et il a suffi d'un contrat que j'ai pas pour commencer à cracher, et c'est irrécupérable. Quand je crois que j'étais à 2003 par mois, donc j'ai réussi 3 mois de suite à générer 6000 balles, et trop cool, mais il suffit d'un seul contrat qui te dit on est en juin, on te rappelle en octobre, parce que c'est pas tout de suite en fait qu'on va le faire, et tout crache, en fait, c'est irrattrapable. Donc j'ai perdu à 100% du coup l'héritage de mon père. Et je rembourse toutes mes dettes. Le jour où je vois que le transfert est finalement arrivé de la dernière dette que j'ai remboursée, c'est le jour où je vends ma première boîte de caoutchouc fertile. Donc il y a à la fois un coup du destin qui transforme, maintenant tu vas créer ton propre patrimoine, donc t'en fais pas trop, c'est pas de l'argent que t'as perdu, c'est de l'argent que t'as investi en toi, et dans un échec, dans une série d'échecs, même si plein de choses se sont bien passées aussi, il y a eu des succès, mais par rapport à un argent que j'ai reçu, là je l'ai plus. Mais ça m'a permis de créer ce jeu et de transformer. Et c'est hyper symbolique le fait que ce soit le même jour où ça fait hop et hop. Donc encore une fois, ces galères, ces trucs humains qui t'empêchent ou qui te propulsent, la manière de le transformer, ça fait tout en fait. Et je crois qu'il y a vraiment de ça au-delà du jeu lui-même, de l'outil, de tout ce que ça peut faire. Donc c'est fait pour faire des projets en favorisant l'intelligence collective. Donc déjà dans un projet, tout est chaotique. Qu'on soit tout seul, qu'on fasse avec des potes, avec de la famille, tout est chaotique tout le temps. Parce que t'es pas seul, parce qu'il y a plein d'inconnus, parce que tu peux pas tout maîtriser. Mais comment rendre ça fertile, c'est vraiment ça le rebond. Toujours. Quelle créativité je peux mettre là-dedans, et avec une question qui est redondante chez moi, même si j'ai plein de pistes, mais sur lesquelles j'ai pas de solution. Et j'aime bien ça, je crois, pour l'instant. Quelle est la différence entre l'entêtement et la persévérance ? Il y a comme un feu commun, mais comment le distinguer ? À quel moment on s'entête sur un truc qui va crash, ou on persévère sur un truc qui va up ? Pourtant c'est la même chose, on fait la même chose, on y croit ou on n'y croit plus. Mais comment faire le distinguo ? Parce que dans notre entourage, quand il y a quelque chose qui se passe mal, on va dire « Mais t'es têtu, mais arrête d'investir dans cette boîte, dans ce truc !» Et pourtant, la persévérance, c'est justement d'y aller, parce qu'un jour, ça peut se transformer. Il est très particulier, cet endroit. Je pense que l'entêtement devient de la persévérance a posteriori. Donc a posteriori, on peut dire tu as fait preuve de persévérance. Mais je crois que quand il y a aucune garantie, quand il n'y a aucune certitude, effectivement, ça s'apparente peut-être à de l'entêtement. C'est une question de perspective, en fait. Mais ça m'amène à un autre endroit. En anglais, il y a... Et je me suis souvent posé cette question. Tu sais, on parle de lâcher prise. À quel moment c'est du lâcher prise et à quel moment c'est un abandon ? On peut la poser comme ça aussi, la question. Perspectives différentes. Et encore une fois, en rapport avec les échecs, c'est quelle paire de lunettes je mets, comment est-ce que j'interprète ce qui m'arrive. Donc là, le fil qu'on est en train de dérouler dans notre expérience, c'est que parfois les échecs ont été des redirections, que parfois ces échecs ont été le terreau fertile. Et c'est une métaphore que j'utilise aussi beaucoup dans mon recueil, que les cendres fertilisent. Parfois la cendre fertilise. Récemment j'écrivais la cendre se souvient de l'arbre. Tu vois, cette idée de renouveau, et c'est ça qui émerge dans nos histoires respectives, parce qu'il y a des moments difficiles, des déceptions, et puis quelque chose de nouveau qui émerge de tout ça, en fait. Tu prenais la métaphore alchimique, et elle me parle beaucoup, parce que tout se transforme, et rien n'est perdu.
Et donc, abandon ou lâcher prise. Ah. Et oui, à quel moment... moi, je pense que c'est très personnel, très intime comme expérience. Et je crois qu'il faut qu'on soit capable de se connecter à ce qui est juste à l'intérieur de nous. Mais cette question, je me la suis posée pendant très longtemps. Et la réponse que j'ai aujourd'hui, c'est que moi, je pense justement m'être entêté dans des directions qui ne me correspondaient pas. C'est aussi ça. Mais encore fallait-il que j'essaye pour m'en rendre compte. Ouais, je suis assez d'accord avec cette piste. Pour moi, elle sent bon, cette piste, dans le sens où, de ce que j'ai pu cumuler de tentatives de séparer ces notions-là, euh, la raison d'être, l'intention, ça devient les choses les plus importantes. Pourquoi on continue à faire cette chose ? Il y a un livre qui me passionne, avec lequel je me balade depuis 6 mois et que je relis, d'un mec qui s'appelle Viktor Frankl. Et ça s'appelle Donner un sens à sa vie. Excellent livre. Crème. Magnifique. Et je crois que, et c'est bizarre à prononcer, mais dès qu'on a la réponse, on se met un peu mal. Tant que ça reste une question, ça s'affine. Et on peut être souple. Très lié aussi. Je l'ai beaucoup cité dans mon livre sur la psychosouplesse. Mais dès que tu as la réponse, il y a un truc qui se rigidifie. Et ça peut que s'entrechoquer, en fait, contre un mur ou contre quelque chose. Mais par contre, je crois que c'est comme une flamme dans la nuit, au long, au large, qui te dit c'est par là. Tant que tu l'aperçois, tant que tu la ravives, tant que tu montes sur un arbre pour voir où elle est, tu peux y aller. Et il va se passer des galères. Il n'y a pas de souci. Mais il faut que ce soit là. Je vois beaucoup de gens, je pense que tu en connais aussi, qui avancent et qui oublient même de se poser les questions qu'on se pose. Et donc oui, on veut parler là, pour le coup, sûrement d'entêtement. C'est pas de la persévérance. C'est, tu as vu que ça te plaît pas, qu'est-ce que tu fais de ta journée ? Tu continues, et en plus, tu t'en plains souvent. Ouais, ça peut être un schéma presque d'autodestruction. Moi, ça m'évoque le syndrome de la mouche. Tu sais, la mouche qui est coincée à l'intérieur de chez toi, et tu lui ouvres la fenêtre en lui disant c'est par là, et non, elle ne sort pas. Elle se prend la vitre encore et encore. Donc à quel endroit et à quel moment on est nous-mêmes cette mouche ? Bah, complètement, je connaissais pas ça, mais oui, bien sûr. Elle va se coller entre le mur et la vitre, et elle va être en mode « je suis toujours coincé ». Et toi, t'es là en mode t'es teubé ou quoi ? T'as pas de capteur ? Et on est cette mouche tellement de fois. Et on l'est tellement de fois. Après, je crois que plus on fait ça, moins on l'est longtemps sur le temps. Mais on y revient, évidemment. Mais il y a une joie particulière, je trouve aussi, dans cette idée de chaos fertile. Moi, ça me met très en joie. Parce que du coup, ça permet d'oser plus souvent. Ça permet de... Dès qu'on a vécu 2, 3 cycles, et qu'on a vu que finalement cette galère, trop belle anecdote, comme ce qu'on a partagé, il y a un truc dont en fait c'est ok. Profondément, moi qui est connecté aux histoires, bah, je te souhaite à tout le monde de constituer notre vie des meilleurs moments possibles, qui vont être les meilleurs souvenirs possibles, et check. C'est quelque part une sorte de méta-objectif, que chaque moment puisse être un souvenir mémorable et kiffant. Donc tout cet enchaînement fait que quand on a vécu quelques cycles et qu'on y rajoute quelques épices de sagesse, philosophie, méthode, peu importe, en fait ça devient kiffant. Et ça devient presque kiffant aussi, il faut voir l'endroit addict. Oh, une galère à l'horizon. Ok, comment je vais la jouer cette fois-là ? Est-ce que je vais oser faire différemment ? Est-ce que je vais oser être ma version dans 4 versions pour goûter ? Comment je vais réagir ? Est-ce que j'ai besoin d'être triste ou de masquer ? Ou est-ce que je peux aller affronter ? Est-ce que je me sens les capacités ? C'est trop kiffant. Un nouveau défi. Et comment, avec le recul, ces défis, ces expériences nous transforment ? Moi, ce qui est venu en t'écoutant, c'était de me dire que je crois que j'aime la personne que je deviens
à travers ces défis. En tout cas, j'aime la personne que je suis devenue et que je suis encore en train de devenir. J'aime ce qui est en train de se révéler. Cette sève qui est sortie de ces échecs que j'ai mentionnés. Je l'ai dit à plusieurs reprises dans ce podcast, mais si mes business continuaient et si mon portefeuille crypto avait fonctionné, je serais un de ces petits cons qui fait des pubs sur Internet pour vous expliquer comment gagner 50 000 balles par mois et que si vous le faites pas, vous êtes une merde en fait. J'étais dans cette direction-là. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de gratitude de pas être allé là-bas. Parce que, un, c'était pas moi, fondamentalement, et deux, il y a d'autres trucs intéressants qui sortent. Donc je crois que c'est une question intéressante aussi, dans cette réflexion de Chaos Fertile. À quel endroit est-ce que ces événements sont en train de me transformer ? À quel endroit est-ce que ces échecs m'ont transformé ? Et peut-être, c'est une possibilité, en tout cas c'est une porte ouverte, m'ont aidé à mieux me connaître et à devenir un peu plus qui je suis. Je crois que c'est l'opportunité qu'on a à chaque fois. Bien sûr, je dis pas que c'est tout beau tout rose et que c'est ce qu'on prend toujours. Il y a cette punchline de Booba que j'aime bien où il disait ce qui ne tue pas rend plus fort ou handicapé. Ben ouais, grave, on porte, d'une manière ou d'une autre, on porte nos cicatrices, mais qu'est-ce que c'est beau des cicatrices, qu'est-ce que c'est beau des rides, bordel, tu vois, il y a un truc vraiment de, mais pourquoi vous dépensez autant d'énergie et de sous à cacher ce qui fait de vous qui vous êtes? Il y a un truc de fou sur ça. On est peut-être tous en inégalité sur ça, et ça dépend évidemment du contexte dans lequel on a évolué. Est-ce que c'est relevé comme un grade, comme une marque d'excellence, ou est-ce que c'est à cacher? Est-ce que c'est honteux? Est-ce qu'on ne veut pas en parler? Est-ce qu'on ne veut pas être vulnérable et sembler être fort devant tout le monde et pas vanner? Et je crois dans l'exemple où t'as pas été, et merci, et trop cool, je crois que c'est vraiment l'endroit de l'arrogance. Et qu'est-ce que ça va faire mal quand ils se prennent le mur? Mais beaucoup plus, en fait, que de se prendre plein de petits murs. Plus tu repousses l'endroit où tu affrontes la galère, plus une plume te dézingue, en fait. Parce que t'étais pas prêt. Dans la philosophie, on va dire, du chaos fertile, qui est mis dans le jeu, mais du coup qui habite ma vie sous plein de formes, je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui me plaisaient pas, et j'ai plus compris qui j'étais, en fait, juste avec cette notion, en la confrontant à plein d'autres choses. Et avec une grande discussion avec un super conférencier, je suis arrivé à vraiment un endroit et plein de lectures là je vais parler de l'état de la matière, mais en vrai, quasiment tout dans notre vie peut être appliqué à ça, c'est très très systémique. Mais qu'il existe 3 états de la matière. Il y a l'ordre. Et on m'a toujours accusé d'être un gros bordélique, et que tout en désordre et tout. Mais du coup, je crois qu'il y a quelque chose qui m'angoisse profondément dans l'ordre. Et à chaque fois, j'utilise cet exemple parce que c'est terriblement ordonné. C'est un cimetière. C'est extrêmement symétrique, calme, ordonné, propre, évidemment. Ou un autre exemple aussi très parlant, ce qu'on appelle les forces de l'ordre. Il y a comme un outil de mort, une marche à suivre, un soldat qui obéit et qui donc enlève toute possibilité d'être vivant. Il n'a pas le droit de faire un move parce que ça lui vient. En fait, il doit obéir. De l'autre côté, en opposition, il y a le désordre. Et le désordre, aujourd'hui, je le nommerais un chaos stérile. Dans le sens où, par exemple, l'exemple que j'utilise souvent pour parler de désordre, c'est... il y a une plage au Sénégal où, à force de recevoir des cargos et des cargos de tous les textiles du monde, qui devient une dune et des dunes presque à perte de vue de fringues que toute la planète a fabriquées qui débarquent là-bas, et c'est catastrophique, en mode poubelle. Et pour moi, c'est un désordre terrible dans le sens, au moment de la création de tout ça, ça n'a pas été pensé pour le après, ça n'a pas été pensé
comme de l'arbre à la cendre qui redevient l'engrais pour l'arbre. Il n'y a pas de cycle qui a été créé pour ça. Et du coup, c'est stérile et c'est profondément polluant, dévastateur, et on a ça comme un poids. Et de l'autre côté, du coup, il y a le chaos. Donc ordre, désordre et chaos. Donc désordre qui peut être le chaos stérile, mais il y a un chaos fertile, et pour moi, j'utilise deux exemples pour vraiment imager, parce que je suis plein d'histoires, pour imager au maximum qu'est-ce que c'est, de quoi on s'inspire. Et pour moi, un chaos fertile, c'est quelque chose, une puissance sans commune mesure, qui semble être chaotique, mais dont l'intention est de donner la vie. Et on a le Big Bang, explosion hors norme, la plus grosse sûrement de tous les temps cosmique, qui beaucoup plus tard, il y a toi et moi, là, maintenant, et on en vit. Donc il y avait cette intention, nommée ou pas nommée, adaptée ou pas adaptée, avec plein de galères en chemin, mais qui a fait que là, maintenant, il y a la vie. Et l'autre, c'est la fécondation, ce moment hors norme où quand même, au sein de la même espèce, il y a un mélange d'ADN hors du commun qui va créer un être. Il y a une dimension chaotique qui va donner, il n'y a pas plus fertile que ça, la vie directe. Et du coup, je crois que s'inspirer de ça pour ce qu'on traverse, pour nos projets, d'aller voir que si tu mets une intention de transformation et profondément connectée à et comment je vais faire que ce projet, cette idée, ce voyage, va prendre vie, quoi qu'il se passe, il va y avoir des milliards de chemins et du chaos, mais si on garde l'intention, ça va devenir fertile peut-être. J'aime beaucoup la grille de compréhension que tu as donnée. Ordre, désordre, chaos. À quel point l'ordre peut être stérilisant et stérile. À quel point parfois ce désordre transitoire qui mène à un chaos, c'est aussi quelque part un renouveau. C'est ça qui se joue. Ça me fait penser à la mue du serpent. Ça me fait penser aux saisons aussi. Puisque tu prenais l'exemple de la nature, on pourrait dire, observons la nature, observons les 4 saisons qu'on a, en tout cas quand on vit, nous, en Europe. Et je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent de partout, donc on vous salue. Les saisons sont différentes à différents endroits du globe, mais en tout cas, cette nature qui se transforme, ces arbres qui, à certains moments, perdent leurs feuilles. Ouais. Ces cycles. Pourquoi est-ce que... En fait, qui on est pour penser qu'on peut éviter ça ? Et qu'on devrait l'éviter, au final, parce que la vie est faite de contrastes. Donc, dans une certaine mesure, je conçois pas ma vie autrement que de découvrir tous ces contrastes, toutes ces couleurs, les expérimenter, parce que ça permet de les savourer en fait, et de les transformer aussi. Et je crois que pour moi c'est ça réellement le chaos fertile, c'est comment est-ce que je prends mes expériences et je trouve profondément du sens là-dedans. Comment est-ce que je transforme mes expériences, comment est-ce que je les sublime ? Il y a cette phrase en anglais, « Make your mess your message », fais de ton désordre un message. Donc moi, je travaille avec ça. Je crois que ma vie, c'est ma matière de travail. Voilà. Et un petit peu comme un artiste, je fais des sculptures et je partage. Et voilà. Je suis obligé de parler d'un symbole très fort. Je sais que tu es sensible aussi au symbole. Et parce qu'on en parle sans jamais en parler, mais il est tout le temps là, le phénix. Le phénix, c'est une image magnifique, extrêmement inspirante, et qui est très proche de ça. Et il a des particularités que je trouve hyper drôles, et qui nous met vraiment, si on s'y connecte, dans un drôle d'état aussi. Animal mythique, flamboyant, extraordinaire, l'oiseau de feu, qui au moment de sa mort se consume, devient cendre et renaît poussin, littéralement poussin. Donc le plus vulnérable du plus vulnérable, alors que 5 minutes avant, c'était le dieu des dieux des airs et de tout. Et je trouve qu'il y a vraiment de ça dans tout ce qu'on raconte. À quel moment on est ok à partir en fumée, en fait, à se griller jusqu'à la dernière cendre, avec, dès qu'on a vécu au moins un cycle,
avec l'idée de, l'étape d'après, en fait, je suis un poussin sous la cendre. Je vais devoir fournir un effort de ouf pour sortir déjà ma tête de là et chercher à manger. Alors que juste avant, j'étais plein de pouvoir. Et je crois qu'il est là aussi l'arrogance. Parce que rien de pire qu'un vieux phénix qui veut pas mourir. Tu vois, juste dans l'image du symbole. Non. C'est se renouveler du coup qui est derrière. Et ça prend plein de dimensions. Ça gratte ce que tu dis, hein. Ça, Ok. ça vibre. Ok. Des histoires de phénix, des histoires d'aigles, des histoires d'ailes Ouais. qui doivent se solidifier, des histoires de coquilles aussi, hein. Mm. Et un nouveau cycle, une renaissance. Et ouais mec, tu recommences à zéro. Je trouve ça intéressant que ce poussin-là, en plus ça raconte plein de choses sur les réincarnations, ce poussin-là, il a l'expérience de tous les cycles de Phénix qu'il a vécu avant, et il a l'expérience d'un combattant de malade. Mais à ce moment-là du temps, il est repoussin, il peut pas combattre. Donc ça force à l'humilité, et nos projets, c'est ça. Ils nous prennent, il se passe plein de choses, on s'enflamme, on tape des 100K, il se passe des A, et ça peut flamber. Et comment être ok à redanser, à reapprendre à voler, à ressauter de la table, à ressauter de la branche. À se souvenir que tu sais faire et qu'avec le temps, ça va se faire. Avec le temps, ça va se faire. J'ai écrit dans mon recueil, il y a un des endroits où... Un des textes, je crois qu'il s'appelle Renaissance d'ailleurs, que je terminais en disant « N'oublie pas ce qu'est ton cœur, un œuf de phénix immortel qui attend juste d'éclore. » Ce symbole me parle beaucoup. Et encore une fois, c'est une idée de cycle. Il y a différents états, il y a des transformations, mais rien n'est jamais figé. Et c'est un cycle éternel. Ça me fait penser à un petit truc parce que il y a plein de choses à s'inspirer aussi de ça, même si j'ai pas du tout intégré. Mais je crois que je t'en avais parlé en plus de cet exemple il y a longtemps. Yes. Je suis très fan de Toby Nathan et j'ai lu beaucoup de livres de cet ethnopsychiatre fantastique. Et dans une de ses conférences, il partage une expérience qu'il fait en cours, en classe. L'éducation nationale nous a fait faire des trucs foufou quand même dans l'histoire. Et ils leur ont fait disséquer, je crois qu'il a 13 ans à ce moment-là, des chrysalides de vers de soie, de vers, ce qui est entre le papillon et le ver. Ouais, là. Chenille. Voilà, de Ouais. chenille à papillon, à un moment donné une chrysalide. Ouais. Et leur ont fait disséquer ça. Et en fait, dans notre tête métaphorique, comme on a une chenille et de l'autre côté un papillon, on peut imaginer que quand on ouvre ça, on a le début d'une aile, d'une barre, la fin d'une chenille, et comment on passe de chenille à papillon, tout le secret est là. Mais on pense qu'il y a une séquence logique, parce qu'on est logique, on a envie de se raccrocher à ça. Et il raconte que non, que pas du tout. Et ça, c'est extraordinaire. Il raconte que quand il a ouvert ça, il y avait juste une grosse bouillie jaune. Et je trouve que c'est extraordinaire à s'en inspirer. Oui, on a tous besoin, à un moment donné, de faire cette transformation, et comme le phénix, sûrement plusieurs fois en plus dans notre vie. Mais au milieu, t'es pas un peu chenille, un peu papillon, t'es de la bouillasse. T'es un chaos fertile, encore une fois. Ça va donner un papillon, c'est sûr. Mais t'es plus une chenille. Qu'est-ce que t'es ? T'es en transformation. T'es en train de... Ça se mélange. Et je crois que ces moments où on se sent mal quand justement on voit le crash arriver et on n'a pas encore saisi la connaissance de l'expérience, il y a cet endroit de bouillie qui peut nous emmener dans une dépression, qui nous met mal, comment prendre cette info, quelles sont les infos. Mais c'est là et c'est en cours. On devrait se foutre la paix de ouf. Mais notre cerveau, il est rebelle, il est dictateur. Magnifique ce que tu partages.
la chenille qui s'est complètement dissoute dans sa chrysalide. Ça pousse forcément à l'humilité. Qu'est-ce que tu dirais que tes plus gros échecs t'ont appris et apporté ? Ça m'a amené à un mantra qui me suit dans énormément d'expériences de ma vie. C'est que quoi qu'il se passe, même quand il pleut, il grêle, il vente, il neige, le soleil, il est toujours là. Il est juste au-dessus. Et ça change tout. Parce que c'est pas parce qu'on le perçoit et qu'on se dit, moi je suis très sensible au climat, j'ai besoin de soleil et tout, mais c'est pas parce qu'il y a des nuages et que c'est noir et que c'est obscur que ce sera toujours comme ça. Parce que le soleil est au-dessus. Il est même plus loin, il a des millions de kilomètres. Mais même en version enfantine, il est au-dessus des nuages. C'est juste que tu le vois pas, mais il est là et il réchauffe quand même. Donc c'est ça qui me résout tout ça et qui est vraiment un mantra important qui me dit grosso modo toujours tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, quoi. Et surtout tant qu'il y a de la vie, il y a de la créativité possible. J'ai 3 questions dans une urne à côté de toi. J'aimerais, si tu veux bien, que tu l'ouvres et qu'on réponde à une de ces 3 questions. Ok, qu'on réponde tous les deux. Ouais. Yeah. Et ben on va aller chercher la plus profonde. Let's go. On va pas y aller en surface. Le cadeau. Qu'est-ce que la vie t'a appris que personne ne t'a jamais enseigné? Et comment cela continue de te guider aujourd'hui? Eh bien, ce qu'on était en train de développer, je dirais que ce que la vie m'a appris, c'est que parfois les événements nous façonnent, et que même si on ne peut pas le voir tout de suite, il y a souvent des trésors dans ces moments difficiles, dans ce qu'on appelle des échecs, et que parfois on peut requalifier comme des bons souvenirs, ou des apprentissages, des erreurs de parcours, ou des moments fondateurs. Je dirais que c'est ça que la vie m'apprend, c'est à faire confiance encore et encore, à avoir la foi, et à me dire que je suis guidé à un endroit, si je suis ok pour écouter, et faire confiance. Donc encore et encore, c'est ça pour moi. Et puis, pour finir avec une métaphore, il y a toujours un soleil qui se lève. J'aurais aimé qu'on me l'enseigne. Mais j'ai découvert tard. Pas trop tard, sûrement au bon moment. Et j'aurais adoré le découvrir plus tôt. Qu'on me le partage. C'est que à la question qu'est-ce que c'est être un homme, et peut-être également qu'est-ce que c'est être une femme, c'est oser ouvrir son cœur. Et en fait ça, quand je le découvre, ça me perce de toutes parts et ça me rend vulnérable et fébrile pendant un certain temps, parce que rien d'autre que ça pour moi n'a de sens, vraiment, parce que ça connecte tout en fait. D'oser franchir, mettre à bas les masques et de parler au nom de son cœur, que ce soit plus la tête qui est en train de parler, que ce soit juste l'interprète de qu'est-ce que cette partie a à dire. Et je suis très content de l'avoir découvert pour essayer de l'intégrer. Waouh! Ça me touche en plein cœur. Ça me touche en plein cœur parce qu'effectivement, peut-être que parfois, quand on vit des moments difficiles, quand on vit des schémas répétitifs, peut-être que c'est la vie ou notre âme là-haut qui essaie de nous dire Coco, quand est-ce que tu casses la carapace et que tu ouvres ton cœur? Il n'y a que ça que j'attends de toi. Et l'implication de ça, c'est quoi? Dans nos relations, dans notre vie, qu'est-ce qu'on donne au monde? Qu'est-ce qu'on incarne? Comment est-ce que ça affecte tout? Quelle couleur ça donne à notre vie, en fait? Vivre avec un cœur ouvert.
Et en même temps, qu'est-ce que c'est difficile et qu'est-ce que c'est douloureux. Parce qu'ouvrir son cœur, c'est aussi prendre le risque de le voir se faire piétiner. Et je suis de plus en plus conscient de tous ces endroits où je me ferme, où j'ai peur de m'ouvrir. Et tu vois, je mets vraiment ces deux notions en opposition, l'ouverture du cœur, qu'on pourrait appeler l'amour, et la peur. Et ces mécanismes de protection. Donc peut-être avec un peu de recul et de perspective, et c'est une très belle perspective que tu nous proposes, que peut-être que ces événements sont là aussi pour ça. Et qui est-ce qu'on serait avec un cœur complètement ouvert? À quoi ressemblerait notre vie? Ouais, ce serait une belle perspective au lieu de s'imaginer tous les exercices qu'on a pu nous donner. Et si t'étais riche, qu'est-ce qui se passe? Et si t'avais réussi ton projet? Et si tu t'ouvrais ton cœur là maintenant et que tu le maintenais pendant 5 ans? Qu'est-ce qui se passe dans 5 ans? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu crées? Qu'est-ce que ça change? Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu dis? Comment tu te connectes aux gens? Et ça ouvre une véritable autre porte dimensionnelle en fait. On va laisser ça infuser, les amis. Franck, j'ai adoré cette conversation. Merci pour ce moment. Merci pour cet espace que tu viens de nous aider à ouvrir. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu voudrais ajouter pour conclure? Un mot qui m'a habité dans l'après-midi, et je crois qu'il est encore là, magnétique. Parce qu'il faut, tant qu'on peut, dès qu'on a l'info, répondre à ce qui nous attire. Et peu importe la galère qui arrivera, quoi. Ou pas. Ouais, faire confiance à nos instincts aussi, en fait. Carrément. Carrément. Pour les personnes qui ont apprécié cette conversation, qui souhaitent peut-être entrer en contact avec toi, découvrir ton travail, découvrir Chaos Fertile, où est-ce qu'on peut te trouver? Sur LinkedIn, principalement. Sur le site chaosfertile.fr, où on peut goûter un peu à l'expérience et à ce qu'on a créé avec mon associé Charles Fontaine. Et peut-être dans un futur plus ou moins proche dans des librairies, avec un manuscrit que je porte aujourd'hui qui s'appelle Psychosouplesse. On va suivre tout ça de très près. Tout ce que tu as dit va apparaître à l'écran pour ceux qui sont sur YouTube. Pour ceux qui sont sur les plateformes audio, vous avez l'habitude. Ce sera en description. Franck, merci beaucoup pour ce moment. Merci beaucoup Mourad, c'était un grand plaisir et merci d'être connecté comme ça. Merci à toi Franck et à très vite.